Le féminisme, c'est ringard. Le féminisme, c'est vraiment une affaire de bonnes femmes. Le féminisme, c'est anti-mec. Voilà 3 bonnes grosses idées reçues, toutes fausses. C'est pourquoi, aujourd'hui, Ovaire sur canapé a la joie et l'honneur de recevoir non pas 3 femmes, mais 3 hommes exceptionnels et différents. Stéphane Gaillard, directeur de casting depuis plus de 20 ans dans le cinéma et la télévision. Vous vous définissez comme un homme engagé, gay et féministe. À vos côtés, Cyril Benzaken, chef d'entreprise et quadruple champion du monde de kickboxing et de boxe thaï. Vous avez d'ailleurs très prochainement un combat dans lequel vous allez remettre en jeu votre titre de champion du monde le 13 juin. C'est ça. Et enfin, Harry Roselmack, rédacteur en chef et présentateur de 7 à 8 sur TF1. Vous êtes également auteur et réalisateur notamment d'un long métrage, Fracture, qui est actuellement disponible en VOD. Merci à tous les 3 d'être ici aujourd'hui. Alors, nous allons parler de binarité. Le binarisme ou la binarité des genres, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une classification en fait qui définit les individus suivant 2 catégories seulement. Elle est définie en les hiérarchisant, le masculin et le féminin. Ça nous parle. Ça nous parle forcément. Ça vous parle. C'est le discours dominant dans lequel nous existons, dans lequel nous évoluons. La société est hétéronormée. Le discours est porté par les institutions juridiques, médicales, éducatives. C'est un discours qui est fortement, du coup, normatif et source d'inégalité. Et je pense que, Stéphane, c'est quelque chose qui vous parle en particulier. La binarité ? La binarité, le discours normatif hétérosexuel de la société dans laquelle nous sommes, qui est donc hérité du patriarcat. Oui, enfin, là c'est très générique, je vais être obligé de ramener à quelque chose d'un peu plus... la binarité, c'est simplement du genre masculin donc, ou du genre féminin. Et puis les clichés ou la sommation que la société nous impose, c'est-à-dire le petit garçon en rose et en bleu, je fais un lapsus, le petit garçon en bleu et la petite fille en rose. Voilà, c'est ça dont on parle en fait. Oui, c'est ça dont on parle, c'est-à-dire effectivement de dire, ok, alors on est tous soit des hommes, soit des femmes, soit en bleu, soit en rose, on est majoritairement hétérosexuels et en fait, on n'aurait pas vraiment le choix. Et qu'est-ce que ça veut dire dans notre construction? C'est une classification qui est au cœur de la vie, du vivre ensemble. Et en fait, ce qui est incroyable, et ce dont ça découle, c'est qu'une société, elle est faite d'autres. On est tous différents les uns des autres. Ouais. La base de la société, c'est l'altérité. Le problème commence quand on met l'autre dans une catégorie. Et en vérité, effectivement, la binarité genrée est celle qui est la plus... on va dire, qui fait partie de nos vies, parce que les 2 catégories essentielles dans l'humanité, c'est l'homme et la femme, mais il y a plein d'autres catégories, et on vit dans une société, moi c'est le discours que je porte dans le film, mais pas seulement, qui se scinde de plus en plus en, on va dire, sous-catégories, qui se fracturent, et toutes ces identités dans lesquelles on s'enferme, et qui font des différences, qui créent des tensions entre nous, sont effectivement à remettre en cause, et c'est bien qu'on puisse en parler, et qu'on puisse en parler notamment de la première d'entre elles, qui est cette binarité homme-femme, qui est une construction intellectuelle, au-delà d'être un fait. Voilà. Fait biologique. En fait, alors effectivement, il y a la biologie. Aujourd'hui, on fait la distinction entre le genre et le sexe. On dit que le genre est une construction sociale, mais il y a également beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas à l'intérieur de leur sexe. C'est-à-dire, là, on va parler des trans, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui se disent cisgenres et non cisgenres. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis hétérosexuelle, cisgenre, je suis à l'aise dans le genre qu'on m'a attribué, je suis à l'aise dans le sexe biologique. Mais maintenant, de tout temps, en fait, à toute époque, il a existé un 3e sexe, c'est-à-dire des personnes qui ne se reconnaissaient ni dans le genre et le sexe masculin, ni dans le genre et le sexe féminin. On peut se tutoyer ? Ouais. Oui, bien sûr. Cyril, on pourrait dire qu'en tant que champion du monde de sport de combat,
tu incarnes une image de la virilité, une image de la masculinité. Mais je me trompe peut-être, j'imagine que tu ne peux pas être que ça. Non, bien sûr, et j'ai essayé de mieux comprendre au début de ton discours, et notamment par rapport à mon expérience. Et c'est vrai que je pense qu'on est donc dans un sexe, forcément, donc ça c'est notre genre, mais après cela, il y a notre sensibilité qui peut tourner vers, on va dire, ce qu'on appelle la sensibilité féminine, qui va ressembler peut-être plus à des comportements féminins par rapport au nombre de personnes, mais tout simplement parce que chacun de nous est un individu à part entière, et donc a des références propres qui sont malheureusement biaisées par la culture, l'éducation, le mode de consommation que l'on peut avoir de tel ou tel support, et qui va orienter finalement vers cette binarité que l'on nous impose. Et dans mon cas, c'est vrai que quand je suis sur le ring, je suis un homme, mais je pourrais très bien être une femme, parce que c'est pas être une femme ou être un homme que de boxer, puisque c'est simplement un sport avec des codes qui n'a pas de sexe, puisque d'ailleurs c'est un sport qui accueille aussi bien des hommes que des femmes. Et en dehors du ring, je me sens homme ou je me sens femme, ça c'est encore un autre sujet, mais je pense vraiment qu'on peut vraiment être l'un ou l'autre, aussi bien dedans qu'en dehors. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que la catégorie en soi est un problème ? Moi, je suis pas sûr. Pour moi, la catégorie n'est pas un problème. Je suis un homme, tu es une femme, on est dans deux catégories. Le problème, c'est d'enfermer le fait d'être d'une catégorie ou d'une autre dans des comportements, et de même mettre une hiérarchie entre les deux. Pour moi, c'est ça le problème. Bien sûr. Après, on est dans une société... C'est comme quand on me dit... moi, j'ai souvent eu un problème avec le fait qu'on estime que les races n'existaient pas. Je sais que c'est une démonstration qui a été même rationalisée par des scientifiques. Mais moi, le concept de race, il ne me dérange pas. Que l'humanité soit dans les... On a des races animales, on fait partie du monde animal. Que l'espèce humaine soit différenciée en race, moi, ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange, c'est de considérer que telle race est capable de telle chose, tel autre est incapable de telle chose, et qu'on mette des hiérarchies entre les deux. Voilà, bien entendu. Donc voilà, moi c'est une question qui m'a toujours interpellé, parce que en voulant effacer les différences, je suis pas sûr que ce soit la solution en fait. On rendra pas les gens plus égaux en niant le fait qu'ils soient différents les uns des autres. Moi je pense qu'il faut surtout faire accepter la différence. La différence, elle existe, il faut l'accepter. Moi, je suis très d'accord avec ça. L'idée, c'est absolument pas de gommer les différences, que ce soit entre les hommes et les femmes. Mais en fait, l'idée, c'est juste de dire, on n'est pas d'un seul tenant, et on a le droit, chacune et chacun, à être en fait qui on a besoin d'être en fait, et on a aussi, je pense, besoin de pouvoir se reconnaître, et c'est en ça vraiment que Stéphane, ton travail est très important, enfin ton effort justement au niveau de la représentation et de la diversité. Alors c'est vrai qu'en tant que directeur de casting, c'est quand même mon engagement principal, Oui. L'inclusion, la diversité dans tout ce qu'elle représente, et la juste représentation identitaire de chacun et de chacune. C'est ça qui est très important. Et cette diversité, cette inclusion, il y a aussi, puisque là on parle des femmes, cette parité aussi, ou cette disparité qui n'existe pas aussi dans le milieu du cinéma ou de la télévision, qui ne se soustrait pas à l'ordre établi du monde dans lequel on vit, où concrètement aujourd'hui une actrice connue, pas à la talent égal puisque le talent est subjectif, mais aussi connue que son partenaire masculin va gagner 30% de moins sur son salaire. 30%. Voilà. Aujourd'hui en 2019 par exemple. Pourquoi ? C'est pour ça, quand on dit le féminisme c'est ringard, moi je dis pardon, non, excusez-moi, ce genre de choses n'est pas normal. Et en fait, je rencontre beaucoup de femmes qui sont chefs d'entreprise ou dirigeantes, toutes, quelles que soient les entreprises, que ce soit des grosses ou des petites entreprises, toutes tiennent le même discours. Nous avons du mal, encore aujourd'hui, à nous affranchir de ce qu'on nous a inculqué, à savoir... Par exemple, l'histoire du salaire, on a du mal à demander à être rémunéré à hauteur de notre travail et à équivalence par rapport à un collègue masculin. Toutes les femmes,
en entreprise, qu'elle soit dirigeante, à un poste élevé, ou d'une petite ou d'une grande entreprise, elle dit toutes pareil. C'est quand même que c'est bien réel et que c'est encore vraiment d'actualité. Et voilà, dans le cinéma ou la télévision, c'est quelque chose qui est criant. Après, il n'y a pas que ça. Il y a effectivement le problème de la diversité de la représentation. Non, mais surtout, ça ne reflète pas la réalité du monde dans lequel on vit. Voilà. Puisque la réalité du monde dans lequel on vit, c'est la diversité. Nous sommes à la fois tous semblables, puisque nous sommes tous des êtres humains, et pourtant nous sommes tous dissemblables dans le sens où nous sommes uniques. Voilà. Et c'est cette unicité, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, puisque la diversité, donc la différence, est une richesse. Et elle doit être absolument représentée à l'image. Donc moi, je parle, dans ce qui concerne mon travail de directeur de casting, le cinéma ou la télévision, et je dis toujours aux producteurs, aux scénaristes, aux réalisateurs, à qui veut l'entendre, qui n'est pas représenté n'existe pas. Point. Mais exactement. Et une fois n'est pas une représentation pour moi. 2 fois n'est pas une représentation pour moi. 3 fois n'est pas une représentation pour moi. Ça ne suffit pas. Souvent, quand j'en parle, on me dit « Oui, mais regarde ça ». J'ai dit « Oui, mais c'est une fois. Une fois n'est pas une représentation. Quand on dépassera les 10, ça deviendra intéressant. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Énormément de travail à faire. Qu'est-ce que te répondent les personnes qui décident, les réalisateurs, ceux qui font ils sont toujours, films, si tu veux, ils sont toujours très embêtés. Alors évidemment, ils ont une langue de bois et de politiquement correct, parce que ce ne serait pas très politiquement correct d'aller contre ma parole. Voilà. Après, moi, dans mon métier de directeur de casting, j'ai aussi une possibilité quand je reçois un scénario. Dans un scénario, il y a beaucoup plus de rôles masculins que de rôles féminins. Voilà, déjà la base. Et même dans les rôles principaux, il y a plus de rôles masculins que de rôles féminins. Donc dans un scénario, généralement, je liste les rôles masculins et les rôles féminins pour voir le quota. Évidemment, il y a plus de rôles d'hommes. Et puis, il y a dans les scénarios toujours des rôles, ce qu'on appelle des rôles satellites, qui ne sont pas reliés à une famille ou quelque chose, et qui sont des rôles de fonction. Un juge, un médecin, etc. 90% du temps dans les scénarios de télévision et de cinéma, ces rôles, c'est écrit pour des hommes. Donc moi, je dis... Oui, mais oui, évidemment. Bien sûr, des hommes blancs. Totalement. Et moi, je dis, non, ça va être une femme. Voilà. Donc ça, c'est... Et alors, par contre, les réalisateurs et les producteurs ne s'opposent pas. Je dis, on va transformer le rôle. Ce rôle de fonction, il n'y a pas assez de femmes, et elle va être incarnée par une femme. Et ça peut être incarné par une femme qui représente aussi la diversité. C'est encore mieux pour moi, bien évidemment. Et l'idée, alors, c'est un sujet qui est très vaste, parce que justement, on voit... Je pense que c'est là qu'on voit le pont entre... ce qu'on appelle le féminisme, et en fait juste la lutte contre les discriminations, parce que c'est super important. Mais les discriminations, en tout cas moi je parle pour le cinéma et la télévision, elles y existent vraiment. Mais bien sûr. On peut quand même s'interroger et se questionner, je l'ai déjà dit, et ça ne fait pas plaisir quand j'en parle. Enfin, j'ai fait partie de l'Académie des arts et techniques du cinéma, je ne suis plus membre aujourd'hui, donc ils ne pourront pas me virer en regardant l'émission, et j'étais membre du comité Révélation César aussi, ils ne pourront pas me virer, je suis parti. Donc ma parole est totalement libre, mais je peux quand même poser une question sur, par exemple, sur la diversité. On va prendre les Césars. Les Césars en soi, les prix, etc., c'est très subjectif, ça m'intéresse peu. Mais je prends le César comme un symbole. C'est un moment fort, un temps fort dans le milieu du cinéma. Depuis que les Césars existent, depuis le début des années 70, que je regarde, il n'y a jamais eu d'actrice, je vais dire noire entre guillemets, parce que je n'aime pas mettre un adjectif derrière le mot actrice. En tout cas, une actrice qui serait d'origine africaine, je ne sais pas, qui a eu le César. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il y a déjà eu une femme qui a reçu le César de la meilleure actrice française, d'origine asiatique? Never. La seule qui a eu une seule fois un prix, c'est une actrice merveilleuse qui s'appelle Linh Dan Phan, qui avait eu le César du meilleur espoir féminin pour le film de Régis Varnier, Indochine, avec Catherine Deneuve. Mais c'est tout. Et elles ont accès à très peu de rôles. Et ça date. Et elles ont accès à très peu de rôles. Puisque si je reviens au scénario encore une fois, pour le rôle principal, lorsque j'écris, par exemple, on va parler des femmes, puisque c'est des femmes, mais finalement, ça s'applique aussi aux hommes. Absolument. Et que le personnage de cette femme blanche, parce qu'évidemment, même si pas indiqué, elle est blanche, et que je propose une actrice issue de la diversité, ça va poser problème. Parce qu'encore une fois, dans un scénario, lorsqu'il y a une personne qui est de la diversité, qui est représentée, c'est justifié dans le scénario à chaque fois. Alors voilà. Et donc, tout le temps, ça doit être justifié. Et quand je dis, mais pourquoi on ne prendrait pas Aïssa Maïga, par exemple?
ah bah oui, mais là, on va me dire, je sais pas. Mais en fait, il y a un vrai problème. C'est pas que je sais pas pourquoi elle ne peut pas avoir accès à ce rôle. C'est-à-dire C'est qu'il un problème faudrait... d'imaginaire. Ah, C'est mais beaucoup un problème c'est effrayant, d'imaginaire. quand En même. fait, il faudrait qu'elle corresponde. Mais qu'elle corresponde à quoi? C'est une femme française, dans un scénario français, dans la société française. Elle a une vie qui correspond forcément. C'est une actrice, c'est une comédienne. Mais je veux dire, il faudrait construire des personnages en fonction d'eux. Non, en réalité, ce que tu dis et ce pourquoi moi je me bats, vraiment, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on écrit des personnages et après, on caste des actrices. Mais comme tu dis, il n'y a pas d'adjectif derrière. Non. En fait, il ne devrait pas y avoir d'adjectif derrière. Bah, je rebondis sur, puisque je parlais d'Alessia Maïga, que j'aime beaucoup, qui a écrit un manifeste avec d'autres actrices, où leur plaidoyer, c'était « Noir n'est pas mon Noir métier. n'est pas mon métier ». Ça, c'est extraordinaire. Mais « Noir n'est pas mon métier » s'applique à tout. Arabe Oui, n'est pas mon métier, homosexuel n'est pas mon métier, personne Pourquoi transgenre n'est faudrait-il- pas mon métier, etc. Absolument. etc., Pourquoi etc. faudrait-il écrire des personnages homosexuels? Pardon, un homosexuel, il a une vie. Ou une homosexuelle a une vie, c'est-à-dire que ça pourrait être un pharmacien, une juge, et il pourrait se trouver qu'elle est homosexuelle. Voilà. Et ça, qu'est-ce qui se passe? C'est, je pense, quand même très français, cette On est problématique. dans moi, je pense que c'est beaucoup une question d'imaginaire. Quand vous écrivez une histoire, vous l'écrivez en fonction de votre imaginaire. Et on est dans une société française qui ne s'imagine pas noire ou asiatique ou maghrébine spontanément. On est dans une société française qui s'imagine avec des codes de domination genrés. Donc effectivement, certains métiers sont plutôt spontanément masculins que d'autres. Il y a tout un tas de choses comme ça qui enferment un scénario. Et effectivement, quand les choses ne sont pas précisées, c'est qu'elles coulent entre guillemets de source. Elles sont censées couler de source. Oui. Et quand tu proposes un ou une noire à la place d'un blanc, bah, tout d'un coup, cette chose qui est évidente, elle est contrariée et ça réveille un peu les gens. Mais c'est-à-dire que ils sont ça un peu pose embêtés. problème quand même. Mais alors, Il y a quand même une impossibilité. Aujourd'hui, les actrices de la diversité, alors après, on va peut-être me contredire sur certaines, mais je vois déjà des actrices plus âgées qui étaient plus jeunes à une époque, il y a quand même un plafond de verre qui existe pour ces acteurs et ces actrices, où finalement, la sommation, évidemment indirecte et secrète, on leur dit, mais déjà, c'est déjà pas mal. C'est vraiment la réalité. La problématique n'est pas le scénario, parce que, bon, moi je suis scénariste, j'ai beaucoup de collègues qui sont scénaristes ou réalisatrices, réalisateurs. La problématique, c'est vraiment ce dont je parlais au départ, la société dans laquelle nous évoluons. Cette société qui a imposé une norme hétérosexuelle, une norme de binarité. Tout est issu du patriarcat blanc. C'est pourquoi, en fait, le féminisme, bien sûr qu'il est d'actualité et bien sûr qu'il fait le pont, en fait, entre tous ces combats pour plus de diversité. En fait, nous, en tant que scénaristes, on présente des personnages, bon, moi particulièrement, je le sais, je propose des scénarios avec des personnages féminins qui sortent des barres de ce qu'on voit actuellement au cinéma ou à la télévision par rapport aux personnages féminins voilà, qu'on a l'habitude de voir. Alors on va me dire, ah oui, mais alors, parce que elle pourrait pas être un petit peu amoureuse à un moment donné? Quand même, c'est dommage, elle est pas amoureuse. Tu sais quoi? Elle est pas gentille tout le temps, hein, c'est pas gentil. C'est un problème qu'elle soit pas gentille. Et alors, si en plus elle est pas blanche, et que par ailleurs elle serait pas hétérosexuelle, c'est mort, c'est sûr que c'est mort. Vous avez presque décrit Faria, pourtant. Oui. Qui est l'héroïne de mon film, qui est donc une femme Mais effectivement, qui n'est pas sympa tout le temps, loin de là, mais qui est forte, et c'est elle qui porte le film, et c'est mon héroïne, et je l'ai écrit spontanément. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'imaginaire. C'est-à-dire que moi, je ne me suis même pas posé la question, c'était même pas une démarche consciente de ma part. C'était juste mon histoire qui s'est construite comme ça, et le fait que le personnage principal, ce soit une femme, ça s'est imposé, en fait. Donc je pense que vraiment il y a un travail à faire au niveau des, comme tu le dis, non pas d'un travail conscient, mais d'un travail d'éducation qui s'adresse à toute la société pour que ces choses-là évoluent et qu'on sorte de cet imaginaire qui nous enferme. Et pour que les producteurs soient prêts à faire confiance à des femmes qui écrivent des rôles de femmes, autant qu'à des hommes qui écrivent des rôles de femmes, qui ne sont pas forcément des femmes qui mettent des fleurs à toutes leurs phrases, ou qui sont maladroites et tellement fragiles et attachantes, quoi, en fait. Parce que justement, ce n'est pas forcément les personnages les plus intéressants aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses à raconter. Et c'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les personnages masculins. J'ai vraiment envie, Cyril, de t'interroger là-dessus, parce qu'encore une fois, tu véhicules quelque chose. Tu es champion du monde dans des sports de combat, tu es mannequin. Il y a beaucoup sur cette notion
de virilité. Mais tu le disais, ça résume pas la masculinité, ça résume pas un homme. On n'est pas comme ça tout le temps. Il y a des moments où un homme, c'est autre chose. Bien sûr, il y a des moments où un homme, c'est autre chose. Et en même temps, je pourrais avoir mon alter ego féminin qui aurait le même comportement que moi et qui pourtant serait une femme. Oui. Qu'est-ce qui empêcherait une femme d'être championne du monde? D'ailleurs, il y en a. Voilà, et de faire des photos, il y en a aussi. Rien. Donc finalement, on est juste dans des parcours de vie. À certains moments donnés, je vais peut-être affirmer ma masculinité parce que... Et c'est bien. Voilà. Et à d'autres moments donnés, je vais peut-être plus affirmer ma féminité parce que le contexte, en l'occurrence, va plus s'y prêter. Mais j'aimerais revenir sur un point dont vous parlez tout à l'heure. C'est vrai que quand on analyse, par exemple, donc, je pensais à mon écosystème qui est le sport. Quand on analyse le sport, en général, on a du mal, enfin personnellement, j'ai du mal à avoir tout de suite des références féminines. En revanche, quand j'analyse un sport particulièrement qui est le tennis, j'ai pas mal de références féminines et il faut savoir que, donc, par exemple, Roland-Garros, c'est le seul tournoi sportif qui permet aux hommes et aux femmes de remporter le même prix. Bonus, ouais, voilà. Ouais. Donc, à partir du moment où financièrement il y a une égalité, il y a une construction d'image qui est la même parce que pour un sportif, il y a toute l'image qui est véhiculée. Donc, pour eux, il faut que la femme soit aussi rentable que l'homme. Ouais. Et donc, à partir du moment où on construit, au-delà de la performance, on construit la notoriété de ces athlètes de manière à peu près semblable, eh ben, on s'intéresse, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, au champion de Roland-Garros qui est un homme ou à la championne de Roland-Garros qui est une femme. En revanche, si on va sur d'autres sports, le mien par exemple, où il y a plein de superbes championnes, on a plus de difficultés. Alors là, encore plus, parce qu'on est dans un sport de combat, à commencer à intégrer le fait qu'on pourrait admirer autant une femme qu'un homme parce qu'elle représente un sport dont, dans notre inconscient, représente plus la virilité et la masculinité que la femme. Et je pense que c'est un travail de fond à faire dans le football, c'est pareil. Pour moi, dans presque tous les sports. Hein, Mais gageons que la Coupe du Monde de football, là, qui va être diffusée sur TF1 et TMC, va faire ce que tu dis, justement. Ouais. Ça va permettre... Il va se passer des choses autour de cette équipe. Surtout si elle gagne. Surtout si elle gagne. Si elle gagne, il va se passer des choses. Et on se rendra compte là qu'effectivement, la sensation qu'on peut avoir par rapport à des sportifs et des sportives est liée surtout à l'exploitation médiatique, à la mise en avant et à ce qu'on fait vivre aux gens autour, le lien qu'on va créer avec l'émotion. C'est ça, et les médias, dans ces cas-là, ont une importance primordiale parce que, justement, on a tendance à mettre en avant, par exemple, la nana qui est très féminine et qui, d'un coup, révèle son côté masculin sur le terrain ou sur le ring. Et il y a plein de nanas qui ne sont pas forcément dans cette case-là. Et c'est ces nanas et c'est ces femmes-là aussi qu'il faut mettre en avant pour montrer que, enfin, pour celles qui se reconnaissent en celles que je viens de citer, pourront s'exprimer et s'affirmer parce que, t'en parlais tout à l'heure, on a besoin de références et c'est dur malgré tout. On est des individus uniques. Mais quand on n'a pas de référence, c'est plus difficile de construire et d'avancer sur son chemin et d'avoir confiance parce qu'on est dans le flou. Oui. Et ça rejoint la représentation, tu vois, de l'engagement que j'ai dans mon travail. Oui. Encore une fois, je suis très sensible et très... je suis très vigilant et très en alerte de me dire qui n'est pas représenté, donc n'existe pas, mais du coup, comment on fait pour se construire lorsqu'on n'a pas de référent? Comment est-ce qu'on fait quand on est un enfant pour se construire et qu'on regarde la télévision ou le cinéma, et quand on a un enfant français, par exemple, d'origine asiatique, où les parents ou les grands-parents se rejoignent, et on ne voit pas de représentation. Comment est-ce qu'on fait pour se construire? C'est ça qui est quand même un questionnement, et c'est c'est en tout cas mon engagement de changer ça. Oui. Voilà, de changer ça. Combien de mots nous manquent pour dire les femmes? J'ai découvert le mot sororité il y a peut-être 3 ans. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot. C'est le féminin de fraternité. Il m'a manqué. Ce mot m'a manqué pendant des années. On a besoin de modèles diversifiés pour pouvoir se construire. Je veux dire que... allez, les films de super-héros, voilà. C'est cool qu'il y ait des super-héroïnes. Je ne vais pas forcément devenir ni boxeuse, ni quoi que ce soit, mais ça véhicule pour moi quelque chose. Ça m'envoie une image des femmes, d'une femme. Je me dis, ah ouais, et c'est bon pour moi parce que ça me pousse du coup vers l'avant. C'est vrai pour...
toutes les représentations, toutes les diversités qui sont en manque de représentation. Et ça me paraît essentiel aujourd'hui. C'est vrai que c'est des combats qui sont très similaires. Pour moi, pour aller même au bout de la réflexion, le féminisme, c'est une forme de communautarisme. Et moi, je me reconnais, et je me reconnais dans le féminisme, et je pense être féministe parce que quand vous êtes sensible à vouloir mettre en avant une communauté minoritaire pour ce qui est la mienne ici en France, ou même majoritaire, puisqu'il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes en France, bon, c'est à peu près 52%. 52%. Des Français sont des Françaises. Exactement. Mais à partir du moment où on est enfermé dans une communauté, et une communauté qui est traitée différemment par une communauté dominante, bah, il y a forcément des parallèles et il y a forcément des choses qui vont vous parler. Il y a des choses dans l'antiracisme qui vont peut-être plus parler à des femmes qui vont être conscientes qu'elles-mêmes sont discriminées. Et il y a des choses qui vont, moi, me parler dans le féminisme parce que moi, je suis d'une communauté qui est aussi victime de discrimination. Mais tout ça, voilà, c'est le même combat pour un meilleur vivre ensemble. Et pour moi, le communautarisme comme le féminisme, ça n'est pas négatif dans la mesure où c'est une recherche d'équilibre. Oui, tout à fait. Voilà. Si c'est quelque chose qui devient lié à des traumas, qui devient une grille de lecture du monde, moi, les gens qui voient tout par le biais du racisme, dès qu'on leur dit un truc, ah, c'est parce que je suis noir, ah, parce que je supporte pas plus qu'une femme qui va dire, ah, mais les femmes ceci, les femmes cela. Je pense qu'il faut vraiment, avoir, je pense, dans ces communautarismes-là sont nécessaires, mais sont nécessaires pour rechercher un équilibre. Oui. Voilà, il faut garder... C'est ça, c'est exactement ça, la recherche d'un équilibre. Le féminisme, c'est pas anti-mec, le féminisme, c'est juste une recherche d'équilibre entre hommes et femmes. Enfin, en fait, ce qui est intéressant, si tu veux, sur la question du genre, je reviens un peu à tout petit peu la question du genre, donc du genre du masculin ou bien du féminin. Moi, je note une chose, puisque j'ai fait une web-série qui s'appelle Les Engagés, qui a été produite par France Télévisions, qui est la première web-série LGBT française. Ça n'a jamais existé. Donc, elle est sur le web, le non-linéaire, bien évidemment, il ne passerait pas en linéaire aujourd'hui, ce qui est quand même très questionnant. Hein, on est quand même cantonné à du non-linéaire, même en 3e, voire 4e partie de soirée, même très tard, vers 2h30 du matin, il ne serait absolument inenvisageable de la diffuser sur une chaîne publique. C'est quand même un petit peu questionnant et un petit peu interrogeant. Alors qu'il n'y a rien qui soit déconseillé, c'est pas une série classée X par exemple? Non. Okay. Et elle a eu un immense succès sur le web. D'où l'importance aussi des représentations. Et effectivement, moi j'ai beaucoup, puisque je m'intéresse beaucoup à la jeune génération d'aujourd'hui et de demain, les très jeunes, dès 12 ans, hein, ils ont des idées très précises. Oui. Et il y a quand même aujourd'hui une déconstruction du genre de la nouvelle génération, peu importe l'orientation sexuelle. C'est assez global quand même, hein, d'une déconstruction du genre, où ils veulent avoir une forme de fluidité, de passer d'un genre à un autre, ou qu'un garçon assume sa part de féminité, ou simplement qu'un petit garçon assume d'avoir envie de jouer à la poupée. Pour autant, je tiens à dire que l'orientation sexuelle n'y rentre en rien dedans. Ça ne fera pas un garçon homosexuel parce qu'il joue à la poupée. Peu importe. Ce sont deux choses comme une différentes. petite fille qui n'aimerait pas jouer à la poupée et aurait envie de faire de la boxe taille. Et toute cette génération, pour moi, elle est extraordinaire parce qu'elle fluidifie les choses. Elle sort de ce carcan et elle n'en veut plus. Voilà. Et en tête de proue, le jeune artiste Bilal Hassani, on voit bien à quel point il est suivi par toute la jeune génération, c'est extraordinaire. Filles et garçons, dès 12 ans, dès 10 ans, qu'ils soient hétérosexuels, que ce soit des jeunes femmes lesbiennes, des personnes bisexuelles, ou des garçons trans, ou des filles trans, il y a une espèce, ils vont tous dans le même sens vers Bilal Hassani, qui représente quoi? Un garçon qui a envie de se mettre sa perruque et qui a envie de se maquiller. Et il revendique cette liberté-là, en fait. Voilà. Alors évidemment, on voit aussi la haine que ça génère, notamment sur les réseaux sociaux dont il a été victime de manière assez quand même dramatique, hein, puisque évidemment, on remet en question l'ordre du monde établi. Donc ça, évidemment, ça provoque une violence extrême. Alors oui, c'est effectivement un mouvement très très actuel qui part, je pense, comme tu le dis, vachement de la jeunesse, et ça part effectivement de très jeunes. Mais il faut quand même savoir que, en fait,
à toutes les... Finalement, cette société hyper genrée, hétéronormée, c'est relativement récent. Ce que je veux dire, c'est que ce qui existe aujourd'hui et qui, comme tu dis, est source de haine, de peur en fait, c'est quelque chose qui fait partie de la nature humaine. Et aujourd'hui, c'est important d'en parler aussi pour ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des constructions comme ça au fil de l'histoire qui sont parallèles entre justement l'hétéronorme et le racisme. C'est exactement la même chose. Saint-Maurice, qui a participé aux croisades au XIVe siècle, était noir. Et il y a eu une époque où les Blancs et les Noirs, il n'y avait pas de racisme. Le racisme a été une construction qui a été légitimée, en tout cas qui a pour origine le fait qu'à un moment, il y a eu besoin de main-d'œuvre dans les nouvelles colonies américaines, des Amériques, et on a créé, on a estimé que l'homme noir n'était pas vraiment un homme pour justifier le fait qu'on le mette à fond de cale et qu'on le transporte comme du bétail en Amérique. Mais il y a toute une partie de l'histoire de l'Europe dans laquelle les relations entre les royaumes africains et les royaumes européens étaient des relations, alors certes parfois belligérantes, mais qui n'étaient pas teintées du racisme, c'est-à-dire la hiérarchie entre les Noirs et les Blancs. Tout ça est une construction et on retrouve la même chose, effectivement. Oui, et la jeune génération, elle est complètement dans la déconstruction de ça. Absolument. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, Ouais. Oui, mais c'est ça qui est merveilleux parce qu'en même temps, c'est pas juste, là on parle des femmes, etc., mais finalement tout participe à tout. Enfin, pour moi, tout est relié, tout participe. Voilà, les choses sont reliées ensemble. Mais en tout cas, cette jeune génération, oui, étant vraiment dans la déconstruction, et il me semble que c'est que dans la déconstruction qu'on se rend compte de ses privilèges quand on en a. Ouais. Et qu'on peut avoir, au-delà de la conscience, vraiment une autre manière de voir les choses. Parce qu'il faut avoir le courage d'abandonner ses privilèges pour se rendre compte de ceux et celles qui en ont moins que soi. Et je me rends compte que la violence que ça peut faire à certaines personnes, alors qu'il ne s'agit pas d'enlever quoi que ce soit, mais d'offrir des opportunités aux autres. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est le verre d'eau à moitié plein. Moi, je le vois de manière positive. Il est question aussi, ici, d'offrir une représentation, d'offrir une visibilité, d'offrir une égalité des chances, etc. Mais en aucun cas, ça peut remettre en question qui tu es. Mais ça, c'est intrinsèque à l'être humain. Tout changement, l'être humain n'aime pas le changement, n'aime pas la différence, etc. Voilà. Mais ça passe par une déconstruction. Tout d'un coup, là, il y a une phrase de Simone Veil qui me vient à l'esprit, qui est une femme qui fait partie des figures féminines qui m'ont construit. Simone Veil, très très jeune, déjà dès l'âge de 6 ans, je regardais Simone Veil à la télévision. Je me souviens que ma grand-mère me disait, elle me l'a dit plus tard, et je disais toujours, j'aimerais bien que cette femme soit présidente de la France. C'était Simone Veil. Mais Simone Veil dit une phrase qui est une phrase qui me parle, là, qui me vient, mais elle dit ceci, aimer un étranger comme soi-même implique que l'on se sente comme un étranger soi-même. Voilà. Et là, on est, pour moi, et l'étranger dans le sens noble du terme, celui qui est autre, évidemment, ou celle qui est autre. Mais ça passe vraiment par une déconstruction, et de ne pas avoir de peur de se déconstruire. Oui. Moi, j'ai eu cette déconstruction assez jeune, par exemple, puisque je dis je suis homme féministe, etc., mais ça s'est relié à quelque chose de très concret dans mon enfance, qui s'est passé quand j'avais 5 ou 6 ans, où j'étais avec ma demi-sœur chez sa grand-mère, et puis nous avons le même âge, et puis c'est l'après-midi, et cette grand-mère dit à ma demi-sœur, toi tu vas aller faire le lit les dortoirs, tu vas ranger, tu vas faire les lits dans le dortoir, des garçons et des filles, et puis après tu vas repasser. Alors moi je vais avec elle, elle me dit non, toi Stéphane tu peux aller jouer. Et je me souviens très bien que ça m'a posé problème, j'avais 5-6 ans. Et je me suis dit dans ma petite tête, je me dis, je ne comprends pas pourquoi moi, j'ai le droit d'aller jouer et elle doit faire les lits. Ouais. Et je me dis, si elle doit faire les lits, je dois faire le lit avec elle. Et tout d'un coup, je m'en souviens très bien, ça a été un choc où je me suis commencé à me questionner. Pourquoi ? Alors,
finalement, j'ai eu la réponse du fait que j'ai été né garçon. Moi, cette tâche, je n'avais pas à la faire, etc. Ça fait partie des choses qui sont induites dans l'éducation, que les parents eux-mêmes... Alors, c'est marrant parce que c'est pas du tout les mêmes sommations, parce que pour les garçons, les petits garçons, ça va être une injonction à être viril, fort, faire du sport. Et pour les filles, ça va être une interdiction. Une fille ne fait pas ça, mais finalement, on a chacun de notre genre masculin ou féminin, des sommations qui nous sont imposées, dans lesquelles d'un coup, qui sont enfermantes, et il y a plus de liberté, et qu'il faut trouver quand même un peu plus de liberté. Moi, j'aimais beaucoup jouer quand j'étais petit à la marchande de 4 saisons, tu vois. Donc, si tu veux, et ma grand-mère était une femme extraordinaire, ça lui a posé aucun problème. Elle m'a acheté une petite marchande de 4 saisons, puis je vendais mes petits légumes, tu vois. Mais je jouais pas avec des autos, etc., etc. Voilà, c'est comme ça. Et tu traitais les 4 saisons de la même façon. Exactement. Pas de discrimination pour les 4 saisons. Moi, ça me fait penser à une anecdote que ma stagiaire qui s'occupe de la com m'a confiée. Elle est très impliquée dans le scoutisme et elle me disait, lorsque on doit passer des épreuves de scoutisme, en fait, on dit, bon, alors les filles, vous allez faire un peu de couture, une broderie ou quelque chose. Les garçons, vous allez faire une randonnée. Alors, moi, je me serais plantée totale. Hein. Moi, c'était la randonnée parce qu'au niveau couture, il n'y a jamais eu personne. Après, moi, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles, j'ai un garçon. Mes filles ont des poupées. Mon garçon, ça lui arrive de jouer avec les poupées de ses sœurs. Et ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai que j'ai pas acheté des poupées féminines à mon fils. Donc, on est quand même, sauf à être dans une démarche qui est vraiment, j'ai envie de dire, militante, et où on veut, par des gestes de rupture, casser des habitudes et tout, on est quand même dans quelque chose qui est installé. On est conditionné. On est quand même conditionné, quoi qu'on... Voilà. On n'est pas non plus obligé de s'affranchir de tout. C'est ça. Je veux dire... il faut que tout soit possible, mais en même temps... Oui, non, mais en même c'est temps, juste... je rejoins ce que tu dis, parce que tu achèterais de toi-même des poupées à ton fils, que tu lui indirais, tu induis quelque chose, alors que là, tu le laisses libre. C'est lui qui a décidé. Aujourd'hui, pendant 15 minutes, j'ai envie de jouer avec ses poupées. Et puis après, j'ai envie de jouer avec mes voitures, etc. C'est ça qui est formidable, je trouve, c'est laisser faire l'enfant. L'idée, c'est effectivement la possibilité. La possibilité, ça passe par le langage, ça passe par la représentation. Oui, ça passe par l'argent aussi, effectivement. La médiatisation, je veux dire, pour rebondir par rapport à ce que tu disais au niveau des athlètes féminines de haut niveau, c'est vrai que il faut un relais médiatique pour qu'il y ait de l'argent, pour que du coup, on ait envie de regarder et pour que du coup, elles existent, en fait, aussi. Et voilà. La particularité de la télé et du média, c'est aussi qu'il se pose la question de l'audience. C'est-à-dire qu'il faut que la télé, on va dire, montre pour que ce soit regardé, mais il faut que les gens regardent pour que la télé montre. Parce que si la télé met un programme à l'antenne et que ça ne marche pas, c'est compliqué aussi. Donc il y a cette espèce de cercle, soit vertueux, soit vicieux, qu'il faut... Oui, bien sûr. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Il y aurait tellement de choses à dire encore. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire encore. Mais enfin, merci vraiment à tous les 3 d'être venus, d'avoir participé. On va accueillir maintenant un groupe de musique qui va nous interpréter un set musical live. Tell you a story about a girl I used to know, life worthy of a movie and the way she follows during the summer. They're the band of 16, imagine a pack of wolves to the band to explode. Look, who will fall first and who will have it burst? It's time to choose who win and who lose. Summer, it's life, it's fire, and it's fight. The story of Elena, for 2 guys she's in love, a feeling
in July with a song in her head at night when the sun is dead. She looks up to the skies and talks to the two guys. The friendship they share, they take care. Look who will fall first and who will have it best. It's time to choose who win and who lose. Elena, I love you. It's summer, it's light, it's fire, and it's fight. The story of Elena, for two guys she's in love, the feeling from the above. It's freedom, it's the envy, it's love, it's all she needs. The story of Elena, for two guys she's in love, the feeling from the above. Elena. Elena, oh Elena, Elena. Bravo, bravo, merci beaucoup à tous les trois. Votre groupe s'appelle If We Fall. Julie, Gabriel, Amaury, tous les deux à la guitare. Vous êtes en fait un groupe de rock, normalement vous êtes 5. Oui, c'est ça, normalement on est 5. Et je crois que normalement vous êtes un groupe plutôt, comment dire, Plutôt là, rock. plutôt, je veux dire, c'est une version acoustique que vous avez faite exprès pour l'émission, quoi. Merci, c'était magnifique. Comment s'appelle la chanson? Elena. Elena. C'était très beau. Vous avez une actu actuellement? On va commencer l'enregistrement d'un EP Ouais, En super. juin. qui on Super. espère sortira en septembre. Ok, ben je mettrai toutes les infos sous l'émission, les liens, dès qu'ils seront d'actualité. Merci beaucoup. Merci. Cette émission touche à sa fin. Je voudrais remercier à nouveau mes invités. Donc, Harry Roselmack, alors ton film, Fracture, qui est actuellement disponible en DVD et en VOD. Également, le lien sous l'émission. Vous pourrez cliquer et découvrir ce magnifique long-métrage. Cyril, donc toi, tu remets en jeu ton titre de champion du monde le 13 juin au Dôme de Paris. Donc, on croise les doigts et on va mettre également le lien vers la billetterie. Et enfin, Stéphane, merci. Toi, ton actu, c'est que tu es en train de préparer le premier long métrage de Franck Lebon et une série pour OCS et une série pour Netflix. Un programme vraiment chargé. Merci à tous les trois. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous n'hésitez pas à liker, à partager. Vous pouvez nous soutenir par la petite cagnotte Tipeee qui est également en dessous. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci beaucoup.